Allez, on va commencer. Bienvenue à vous tous, bienvenue à Gilles Bastin, bienvenue à tous pour cette donc 12e saison du cycle à Avenue Centrale. Donc merci à l'équipe de com qui a fait un gros travail là de diffusion, et vous avez pu remarquer effectivement les petits stickers à l'effigie de notre fauteuil emblématique, ce fauteuil rose sur lequel Gilles tu es majestueusement assis. Merci d'être là avec nous pour cette première conférence du cycle. Donc Gilles, c'est toujours délicat d'accueillir un collègue, on se connaît un petit peu avec Gilles, et donc on essaie de regarder s'il a publié un livre récemment pour ne pas faire d'impair. Et donc j'ai demandé à un ami, voilà, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il en est, Gilles? Et je suis pas sûr d'avoir tout suivi parce qu'il est très actif, etc. Et donc il m'a dit, écoute, Gilles Bastin, voilà, professeur de sociologie, membre de l'UMR Pacte, responsable de la chaire, enfin de la comment dirais-je, d'un aspect de la chaire MII, c'est ça, donc tu préciseras tout cela effectivement tout à l'heure, donc sur les sociétés algorithmiques. Et donc voilà, j'ai eu un aperçu assez complet. Et puis à la fin, mon collègue m'a dit, si tu veux, je peux te faire une synthèse plus détaillée de son parcours. Voilà. Donc effectivement, voilà, plus orienté, etc. Tu préfères laquelle? Et donc il m'a proposé évidemment de compléter. J'ai dit non, ça va, j'avais ce qu'il me fallait. Voilà, effectivement. Et donc j'ai un assistant tout à fait pratique, qui n'était pas un collègue, mais effectivement une interface dont tu es venu aujourd'hui nous parler un peu. En tout cas, merci vraiment, puisqu'évidemment c'est un sujet extrêmement chaud, extrêmement passionnant, et qui moi, en tout cas, me dépasse déjà, mais peut-être pas toi encore, ou pas du tout. En tout cas, on est très heureux de t'avoir ici pour avoir certains éclairages sociologiques et politiques autour de ChatGPT. Merci à vous tous. Au bout d'une demi-heure de conférence, nous aurons du temps pour des questions, et puis pour également partager ce livre suite à un tirage. Mais d'abord, à toi la parole. Merci. Bien, merci beaucoup Laurent, merci à la MSH et merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Donc je vais vous présenter effectivement quelques premiers résultats d'une recherche en cours. Comme beaucoup de collègues, j'ai vu arriver en novembre 2022, vous vous souvenez, il y avait un avant et il y a un après aujourd'hui. C'est ChatGPT, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas tant de ChatGPT, mais c'est de ce qu'on appelle plus généralement les grands modèles de langage. Alors certains appellent ça des grands modèles de langue, moi je préfère quand même l'expression grand modèle de langage. Et évidemment, nous, comme universitaires, ces modèles de langage nous ont impacté de multiples façons dans notre activité d'enseignement, dans la question de l'apprentissage pour nos étudiantes et nos étudiants. Et puis, il se trouve que donc à peu près à ce moment-là, j'avais commencé effectivement, tu l'as rappelé, à coordonner une chaire de recherche de l'Institut MIAI, donc qui est un des 4 principaux instituts de recherche sur l'intelligence artificielle dans les universités françaises, qui est ici à Grenoble, et dans lequel il y a principalement, il faut être honnête, des informaticiens, des mathématiciens qui travaillent sur l'IA, qui développent des modèles d'IA. Mais il y a aussi tout un ensemble de collègues qui sont intéressés par, disons, une approche plutôt orientée par les sciences sociales sur à la fois les usages de l'IA et aussi une analyse un peu critique, on va dire, du fonctionnement de l'IA aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de cette chaire, j'ai coordonné des travaux de collègues qui s'intéressaient à l'usage de l'IA dans les médias, à l'usage de l'IA dans la santé aujourd'hui en France, l'usage de l'IA par la police, enfin par différentes institutions. Et à un moment, je me suis dit, mais il faudrait quand même peut-être aller voir d'un peu près ce qui se passe avec ChatGPT, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui, quand même, globalement, a un impact, avec un nombre d'usagers qui... Alors, le problème de quand vous commencez un travail sur ChatGPT ou ce genre de choses, c'est que il faut remettre à jour votre bibliographie et vos connaissances toutes les 3 semaines, parce qu'évidemment, il y a une nouveauté tout le temps. C'est un peu comme ça que fonctionne cette industrie. Mais là, j'ai vérifié récemment, au mois de juillet, une institution américaine très très sérieuse, qui est le NBER, une espèce d'équivalent de notre INSEE en France, estime que 10% de la population mondiale aujourd'hui est utilisatrice de ChatGPT. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui s'apparente quand même à un énorme phénomène de société. Donc je vais vous présenter quelques résultats. C'est une étude assez... comment dire, c'est la première fois que moi je m'intéresse à ça. J'ai ces résultats depuis un petit moment, mais ça s'inscrit dans un projet un petit peu plus large dont je vous parlerai aussi à la fin.
Et ça me fait particulièrement plaisir de le présenter ici à la MSH parce qu'il se trouve que j'ai un peu embarqué avec moi un des collègues de la MSH qui s'appelle Max Belligné qui m'aide sur les collectes de données parce que vous allez voir qu'il y a tout un aspect quand on est sociologue comme moi qui est un peu compliqué. C'est qu'il faut revoir son jeu de méthodes disponibles pour essayer de comprendre comment fonctionne ChatGPT, mais j'y reviendrai. Et notamment, il faut accepter de faire quelque chose qui, dans ma corporation, est assez mal vu, pas dans toutes, mais qui est de faire des expérimentations. Voilà, les sciences sociales, la sociologie, en tout cas en France, est une science de l'observation, on va dire plutôt. Or, en fait, il n'y a pas grand-chose à observer quand on travaille sur ChatGPT, il faut expérimenter. Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte d'abord, avant d'en venir à cette recherche en cours. ChatGPT aujourd'hui et les grands algorithmes de génération de ce qu'on appelle l'IA générative, hein, donc l'IA qui produit quelque chose, pas l'IA qui va attribuer des ressources. Un algorithme qui, par exemple, vous attribuerait un prêt bancaire en fonction de l'évaluation de votre situation financière. Là, on parle vraiment d'algorithmes qui produisent des choses. Il y a des algorithmes qui produisent des images. Et puis moi, je m'intéresse aux algorithmes qui produisent des textes. Donc, ces grands modèles de langage. J'aime bien les présenter en utilisant un concept qui nous vient d'un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro, je mange son nom là, je l'ai noté quelque part, mais Moti, je crois, je l'ai plus en tête, qui avait évoqué cette notion de vallée de l'étrange algorithmique dans les interactions entre les humains et les machines. L'idée, c'est que grosso modo, plus la machine ressemble à un humain, et plus l'interaction est facile, naturelle pour l'humain dans un premier temps. Et puis dans un second temps, l'humain tombe dans cette vallée de l'étrange, qui est ce moment où tout d'un coup, vous avez une forme de déception dans l'interaction qui est liée au fait que vous réalisez quand même que cet outil avec lequel vous interagissez n'est pas un humain. Alors le cas typique, par exemple, avec les grands modèles de langage, c'est ce que les informaticiens appellent les hallucinations, c'est-à-dire des moments dans lesquels le modèle va produire un contenu qui est manifestement faux ou manifestement mal fait et donc produit ces sentiments. Alors il y a plein d'exemples très très célèbres sur les grands modèles de langage. Il faut dire les choses, c'est qu'ils se sont améliorés beaucoup. Cette recherche, moi je l'ai fait en 2024. Vous pouviez encore utiliser des modèles de ChatGPT comme le modèle 3 ou le modèle 3.5 qui faisaient des hallucinations régulièrement. Par exemple, vous lui demandiez comment est-ce qu'on fait cuire les œufs de cheval. Eh bien, GPT vous expliquait comment faire pour faire cuire des œufs de cheval. Aujourd'hui, tout ça a été corrigé. Alors cette vallée de l'étrange, aujourd'hui, elle se manifeste par quelque chose que dans l'étude des sciences et des techniques, souvent, on appelle des cycles d'engouement et de peur. Hein, donc en bon anglais académique, un hype and fears cycles. Donc le fait que on passe d'une semaine sur l'autre, voire d'un moment sur l'autre dans la journée, par un engouement. Tout ça est formidable. Alors je l'ai illustré ici à partir d'un article de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Yann Lequin, qui est un mathématicien qui travaille aujourd'hui pour Meta, pour Facebook en fait, hein, et qui est un prix Turing de mathématiques, donc un mathématicien très très sérieux, et qui, dans un article du Monde, disait les applications bénéfiques de l'intelligence artificielle vont de loin l'emporter. Alors, pour un matheux, j'avais trouvé quand même que de loin, c'était un petit peu flou comme mesure. Mais en tout cas, il incarnait à cette époque, et aujourd'hui on en a beaucoup, des gens très optimistes qui nous expliquent que nous allons vers des formes d'intelligence. Alors toujours, le nombre de concepts disponibles aujourd'hui est impressionnant. Hein. Des intelligences générales, par exemple, hein, c'est un peu la nouvelle frontière là actuellement des informaticiens, des super intelligences, des intelligences fortes, etc. Donc des algorithmes dotés de capacités de raisonnement plus importante encore demain que aujourd'hui. Du côté de la peur, en revanche, c'est ma deuxième illustration, évidemment, on est dans un débat qui s'est engagé sur le fait que l'IA bouleverse tout un ensemble de secteurs de l'activité et potentiellement remet en cause un certain nombre d'équilibres sur lesquels sont fondées notre société, par exemple dans la production de la connaissance, sur la question du plagiat, sur la question de l'authenticité de la connaissance produite, dans la question aussi de la production artistique,
statistiques, sur des questions comme celle du remplacement du travail humain potentiellement dans tout un ensemble d'activités. Vous voyez bien qu'on a engagé tout un certain nombre de débats qui sont potentiellement assez inquiétants. Je ne prends pas position, moi, entre ces deux phénomènes, hein, la peur et l'engouement, mais je constate en tout cas qu'ils sont juxtaposés. En règle générale, quand les deux sont juxtaposés, c'est qu'il y a une raison à cette juxtaposition. Il y a une première façon de l'appréhender, qui est une version, on va dire, héritée de l'approche critique des techniques, qui consiste à dire que les deux sont nécessaires pour que vous vous décidiez à les utiliser, et que donc les deux sont évidemment instrumentalisés par les industriels qui développent ces algorithmes parce qu'ils fabriquent une forme d'excitation du public autour de tout ça. Il y a une autre explication possible aussi, c'est que tous les deux fabriquent un phénomène qu'on connaît bien dans les sciences sociales depuis très longtemps, qu'on appelle les paniques morales, c'est-à-dire des moments dans lesquels effectivement les grands équilibres de la société vacillent un petit peu, en général au bénéfice de certains, et notamment de certains groupes sociaux, et je vais revenir là-dessus. En tout cas, ce sentiment d'inconfort, je pense que vous l'éprouvez comme moi, j'ai pu l'éprouver. Une bonne façon de le signaler, c'est que, par exemple, dans la façon dont se représentent aujourd'hui les algorithmes, il y a deux phénomènes que deux collègues qui s'appellent Elich et Boyd, dès les années 2018-2019, avaient identifiés, qui sont omniprésents et qui sont d'ailleurs illustrés par cette image-là. C'est l'anthropomorphisation de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous représente systématiquement l'IA, y compris des modèles de langue, hein, qui sont simplement des routines d'ordinateur, hein, des algorithmes, comme des robots dotés d'une tête, de jambes, de mains, etc. Et c'est le brouillage de la frontière entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fréquemment, par exemple, des journalistes qui, pour illustrer l'avenir de l'IA, vont vous parler d'œuvres de fiction. Ce qu'on ne fait pas habituellement, en fait, nous, dans les sciences sociales, on ne fait pas, en tout cas, et ce qu'on ne fait pas normalement sur tout un ensemble d'autres phénomènes sociaux. Alors là, je vais vous proposer une voie de sortie de ce que un sociologue qui s'appelle Norbert Elias avait appelé le maelstrom dans lequel nous sommes plongés dans la modernité dans les années 80, en utilisant une fable d'Edgar Allan Poe, hein, Descent into the Maelstrom, qui raconte le devenir de trois pêcheurs qui partent en mer et puis sont pris dans cette espèce de tourbillon descendant là. Et ces trois frères ont des attitudes très très différentes. Le premier se jette à l'eau immédiatement. Le deuxième s'accroche au mât en se fermant les yeux en se disant tout va bien se passer. Et puis le troisième essaie d'observer ce qui se passe et cherche des phénomènes de structure. Et en observant ce qui se passe, il se rend compte que les corps de petite taille flottent bien sur l'eau et donc il s'accroche à une barrique et puis il saute à l'eau et là son bateau est aspiré et lui il va survivre. Il est le seul des trois frères. Et Elias en tire une très très belle fable sociologique qui consiste à dire que pour survivre dans le monde très complexe dans lequel nous vivons, dans lequel la technique notamment nous met dans des situations permanentes, comme il le dit, de double bind, hein, de double contrainte, hein, avec cette espèce de peur d'outils qui à la fois nous satisfont et qui en même temps nous font peur. Il faut à la fois de l'engagement, c'est-à-dire à un moment il faut se jeter à l'eau, et en même temps il faut de la distance, et il faut réussir à analyser avant de se jeter à l'eau. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est une expérience de sortie du maelstrom dans ChatGPT. Pour ça, il est peut-être nécessaire d'abord d'en passer par... Je vais juste faire un tout petit détour sur qu'est-ce que c'est que ChatGPT et comment ça fonctionne, et après je vous explique l'expérience en question. Timnit Gebru et d'autres ont proposé d'appeler les grands modèles de langue des perroquets stochastiques. Alors c'est quoi un perroquet stochastique? C'est donc le perroquet, vous voyez, il répète. Alors, pour un mathématicien ou un informaticien, quand un système est dit stochastique, quand la répétition n'est pas toujours exactement identique, parce qu'on va introduire un petit peu d'aléa qui va introduire de la diversité, un petit peu de variété. Mais fondamentalement, les grands modèles de langage comme ChatGPT répètent des choses. Alors en fait, pour comprendre ce que c'est que ChatGPT, il suffit juste de revenir sur l'acronyme GPT en fait. Hein. C'est quoi? Ce sont des transformers. Donc transformers, ça décrit l'infrastructure de calcul en fait qu'il y a derrière. Donc les algorithmes qui font fonctionner ces chatbots, hein, puisque ça se présente en général sous la forme d'un chatbot, qui globalement transforme les textes en espaces géométriques. Donc c'est comme ça que ChatGPT
voit les textes. Pour lui, un texte, c'est une suite de mots. Et cette suite de mots, il va la placer dans un espace géométrique très compliqué avec énormément de dimensions. Ce qui va lui permettre de résumer chaque texte à une information chiffrée qui lui permet ensuite de faire des calculs sur ces textes. Premier élément de l'acronyme. Ensuite, il est pré-entraîné, c'est-à-dire que ChatGPT a lu énormément de textes. Alors ici, vous avez dans le tableau les jeux d'entraînement, un training, là, c'est la dernière colonne. On estime que sur la version 4, j'ai pas les données. Alors tout ça est caché, hein, c'est-à-dire que on n'a pas des données fiables transmises par OpenAI, c'est des estimations, mais on estime que actuellement le modèle 4 était entraîné sur 13 Tera token, c'est-à-dire le token, c'est à peu près un mot. Quelquefois, ça peut être pas tout à fait un mot, mais bon. De mémoire, le Tera, c'est 10 puissance 18, quelque chose comme ça. Donc, on parle de volumes énormes de données qui ont été lues par ces grands modèles. Il est vraisemblable qu'aujourd'hui, les modèles ont accès à toute la production littéraire, tous les textes disponibles sous forme numérique dans le monde. Pourquoi? Alors au début, on les a entraînés sur le web, qui évidemment était en accès assez libre, sur les livres, dès qu'on a commencé à numériser massivement avec Google Books par exemple. On les a entraînés aussi assez massivement sur les sites web des journaux. Alors en général, sans jamais demander de droit, hein. Il y a une technique informatique qui consiste à scraper, c'est-à-dire à récupérer le contenu, et puis à l'utiliser pour entraîner ces modèles. Voilà. Donc le modèle a lu beaucoup de textes, il les a résumés en informations quantitatives, et du coup, il va pouvoir faire de la génération de texte. Et cette génération de texte, elle se fait avec un système très très simple en fait, hein, qui est de ce qu'on appelle la Next Token Prediction, c'est-à-dire la prédiction du mot suivant. Donc tout simplement, quand vous faites un prompt, une invite à un modèle, vous lui proposez une série de mots, et lui, en fonction de tout ce qu'il a lu, va choisir le mot suivant à partir simplement d'un calcul de probabilité qui est que si vous lui demandez, si vous commencez votre phrase en disant « le petit chat est », et ben en fait, avec tout ce qu'il a lu dans la littérature mondiale et tous ces textes, il va deviner qu'il faut sans doute pas dire bon à manger, mais plutôt trouver une expression. Voilà. Bon, il y a aussi tout un ensemble de choses un peu qui se rajoutent à ça. Je vais y revenir tout de suite, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour celles et ceux qui à qui on aurait dit par exemple que ChatGPT raisonne, vous voyez bien qu'on est très loin du raisonnement. Les modèles de langage ne raisonnent absolument pas, ils complètent des phrases. Vous commencez la phrase, ils complètent la phrase. D'accord ? Il y a quelques choses qui se rajoutent à ça et qui font qu'on peut parler en fait d'infrastructure algorithmique. C'est pas juste un algorithme, c'est un dispositif technique et social un petit peu plus compliqué. Si vous partez du petit personnage en bas à gauche là qui fait donc une invite, hein, comme on disait autrefois, maintenant je crois que tout le monde dit un prompt, mais une invite, donc vous saisissez votre question dans le petit moteur de ChatGPT. La première chose que vous ne voyez pas, c'est que ce qui va être proposé au modèle comprend aussi ce qu'on appelle un pré-prompt qui a été encapsulé par OpenAI dans le système algorithmique. Et ce pré-prompt va donner quelques instructions, notamment sur le rôle qui est attendu du modèle. Donc, actuellement, ça dépend des modèles évidemment, mais en général c'est tu es un assistant de recherche, tu dois faire une réponse qui est honnête, qui est bien informée ou pas. Le pré-prompt va permettre de définir si oui ou non le modèle peut accéder au web, par exemple s'il fait une image ou s'il fait du texte, etc. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui sont encapsulés et qui sont invisibles pour l'utilisateur, hein, évidemment. Quand vous utilisez une interface de programmation, comme je l'ai fait moi dans le cadre de ma petite expérience, vous pouvez modifier ça et par exemple lui dire en fait tu n'es pas mon assistant de recherche, mais tu es un romancier ou tu es un réalisateur de cinéma, je ne sais pas ce que vous voulez. Une fois que vous avez envoyé votre invite, votre prompt, il y a un système de filtre caché lui aussi qui va fonctionner. Ces systèmes de filtre existent sur tous les chatbots depuis les premières tentatives des années 60. Par exemple, Elisa, qui est un chatbot très très connu qui a été développé à cette période-là. Il est là pour éviter la grosse catastrophe pour l'entreprise qui fabrique le chatbot. Et la grosse catastrophe, c'est le bot qui se met à répondre de manière totalement désalignée par rapport
aux valeurs culturelles supposées, partagées un peu par tous les utilisateurs. Donc, par exemple, un bot qui tiendrait des propos racistes, comme ça a été le cas dans les années récentes d'un des premiers bots de Microsoft qui s'appelait Tai, c'est pas possible en fait. C'est quelque chose qui va tout de suite susciter une polémique. Donc vous avez tous ces filtres qui sont là. Et faites l'expérience, demandez à ChatGPT par exemple comment se procurer du cannabis à Grenoble. Demandez-lui comment fabriquer un objet que vous n'avez pas le droit de fabriquer, ou posez-lui des questions sur des parties de la société qui sont trop marginales pour que lui considère que ça soit normal de vous en parler. Et je dis bien, il y a un débat, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de vous parler de certains sujets? Eh bien tout simplement parce qu'il a été bridé pour ne pas le faire. Ensuite, ça passe dans l'algorithme, mais ce que vous ne voyez pas, évidemment, c'est les données d'entraînement. C'est-à-dire que l'algorithme, lui, il a été entraîné sur un jeu de données qui est qui a été sélectionné. Donc, il y a un certain nombre de biais, mais j'y reviendrai, qui sont liés aussi à ce fonctionnement-là. Peut-être, très rapidement, hein, mais les données d'entraînement, par exemple, elles ont toujours un biais historique par rapport à ce que vous, comme utilisateur, vous demandez. C'est-à-dire que ChatGPT a été entraîné sur des données du passé. Donc, nécessairement, sa réponse... Alors, il y a une blague d'informaticien qui consiste à dire, quand vous interrogez ChatGPT, c'est comme si vous interrogiez votre père, en fait, pas votre mère. Parce que c'est aussi, par rapport à des choses qui ont beaucoup bougé, comme l'égalité de genre dans nos sociétés, bah, évidemment, GPT, il a lu beaucoup de textes qui ont été produits dans les années 50, 60, 70, 80, etc. Et donc, il a une façon de raisonner qui est un peu ancienne, on va dire, même si ça se corrige petit à petit avec l'explosion des données textuelles disponibles. Ensuite, il y a tout un ensemble aussi de biais qui sont des biais plutôt de sélection. C'est-à-dire que le fait que vous choisissiez tel ou tel jeu de données pour l'entraîner, évidemment, va avoir un effet ensuite sur ce que lui va produire. Hein. Donc, on peut imaginer que, par exemple, s'il n'a pas été entraîné sur des données dans votre langue, quand vous parlez une langue qui n'est pas très représentée dans les textes disponibles à l'échelle mondiale, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la traduction, mais il n'aura pas la finesse, disons, de production langagière que vous attendez peut-être. Voilà. Et puis ensuite, derrière, il y a un système de modération qui est lui aussi caché. Donc, vous voyez, ça commence à faire beaucoup de choses cachées. Ce système de modération, c'est qu'en général, ces modèles apprennent à satisfaire l'utilisateur. Vous le savez, si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas si vous êtes satisfait ou pas de la réponse. En faisant ça, vous travaillez gratuitement pour OpenAI, puisque derrière, ces petites informations vont être réutilisées pour apprendre au modèle quand l'utilisateur est satisfait ou pas. Par ailleurs, des gens ont été aussi payés, en général pas très cher, pour le faire de manière un peu systématique sur des gros paquets de phrases, pour essayer de faire en sorte que l'alignement culturel dont je parlais tout à l'heure fonctionne bien. Bon, en plus, là, mon image, elle néglige le fait qu'en fait, il y a plein de modèles disponibles. C'est-à-dire que déjà, vous êtes sur le ChatGPT 3, 3.5, 4, 4.0, 4 mini, etc. Enfin, il y en a tout un paquet, puis vous pouvez aller sur Llama, sur Mistral, enfin, aujourd'hui, l'offre, elle est pléthorique. Et évidemment, selon que vous payez plus ou moins cher aussi, vous n'utilisez pas des modèles qui sont aussi performants les uns que les autres. Donc, il y a peut-être encore quelque chose de caché là-dedans. C'est l'inégalité d'accès à ces modèles aujourd'hui, qui réintroduit quand même des choses qu'on avait un peu oubliées, hein, sur lesquelles il y a eu beaucoup de travaux dans les années 90, par exemple, sur le digital divide, hein, le fossé numérique entre ceux qui accèdent et ceux qui accèdent pas. Aujourd'hui, on le sait, par exemple, parmi nos étudiants, il y a certains payent un GPT payant et d'autres ne le font pas. Alors, lorsque vous voulez rentrer là-dedans, bah, vous vous heurtez à, et là je vais reparler de la recherche que je mène en ce moment, vous vous heurtez à un effet dit de boîte noire, c'est que par rapport à d'autres infrastructures sociotechniques qui sont un peu plus simples à appréhender, on parle là en fait de lignes de code extrêmement complexes. J'ai des collègues sociologues qui se sont intéressés, je sais pas moi, à l'explosion de la navette américaine qui s'appelait Challenger ou Discovery, j'ai toujours un trou de mémoire, mais Challenger, voilà, et qui ont réussi à reconstituer quand même malgré tout à peu près le puzzle technique qu'il y a derrière. Là, c'est franchement impossible en fait. On parle de choses qui sont énormes, qui sont écrites dans des langages qui nous sont assez étrangers, et donc il y a un effet technique de boîte noire. Il y a un effet aussi économique ou institutionnel de boîte noire, c'est que ces entreprises sont très protégées. Et donc aujourd'hui, les collègues qui essayent par exemple d'aller taper à la porte de OpenAI et de dire écoutez, je suis sociologue, ou je suis historien, ou j'ai envie de voir comment vous travaillez, ça m'intéresse beaucoup, etc. Ce qu'on a fait pendant des générations, hein. Il y a des gens qui ont fait ça chez
chez plein de gens qui faisaient aussi des trucs techniques un peu compliqués. Aujourd'hui, en fait, les salariés qui travaillent pour ces entreprises signent, par exemple, des accords de non-disclosure agreements, donc ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils font pendant leur travail. Donc toutes nos méthodes de sociologues, on va dire, sont devenues un petit peu périmées. Et on peut essayer, moi j'ai essayé de faire des entretiens avec des modèles de langue, ça marche pas très bien, c'est-à-dire qu'ils sont bridés, hein, comme je vous l'ai dit, et donc par exemple ils refusent de répondre sur un certain nombre de questions sur des points techniques de comment est-ce qu'ils ont été entraînés, etc. Alors, ce qui est disponible aujourd'hui comme méthodologie, c'est ce qu'on appelle les audits algorithmiques. Donc, grosso modo, vous envoyez plein d'informations à un modèle et puis vous voyez ce qui sort et vous essayez de déduire du coup ce qui est dans la boîte à partir de cette logique d'audit. Il y a différentes façons d'appeler ça. Je vous ai mis quelques références si ça vous intéresse. Aujourd'hui, il y a plein de gens aussi qui font du silicon sampling. Donc, en fait, vous demandez au modèle d'incarner un échantillon de la population et vous voyez si ensuite il répond de la même façon que la population générale sur des questions sur l'orientation politique, sur les valeurs, etc. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt de la technographie ou de l'audit algorithmique, c'est-à-dire effectivement de lui proposer de générer des choses et de regarder après ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'aspect académique de tout ça. Il y a une diapo ici, vous regarderez si ça vous intéresse, sur le fait qu'on est passé d'interrogations qui, au départ, étaient des interrogations très orientées par la fameuse notion d'imitation du comportement humain que vous savez peut-être, Alan Turing, dans les années 50, avait placé comme l'étalon, en quelque sorte, de la performance de l'informatique. Le test de Turing dit, grosso modo, le jour où si en interagissant avec un ordinateur qui est dans la pièce d'à côté, vous n'arrivez pas à décider si c'est un ordinateur ou un humain qui vous répond, ce jour-là, les ordinateurs seront devenus d'une intelligence comparable aux humains et donc on aura passé le test de Turing. Donc c'est un test qui est fondé sur la notion d'imitation. D'imitation des capacités langagières ou peut-être des capacités de réflexion. Aujourd'hui, c'est une question que les informaticiens se posent. Pour moi, c'est une fausse question. C'est-à-dire que c'est une question qui nous oriente vers des choses qui alimentent le cycle de la peur et de l'engouement dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi une question qui est un peu compliquée en termes de mesure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure réellement ce sentiment-là? Il y a des choses qui ont été proposées, il y a des prix, par exemple le Loebner Prize, où c'est des évaluateurs humains qui vont devoir décider. Il y a aussi tout un ensemble de métriques qui ont été développées pour essayer de voir si effectivement le produit des modèles est à peu près semblable à un produit qui serait fait par des humains, par exemple avec des modèles de langue comme BERT. Plus récemment, on a eu tout un ensemble de travaux qui ont cherché à mettre en évidence que les modèles pouvaient discriminer. Alors c'est leur fonction, hein. Mathématiquement, c'est ce pour un mathématicien, discriminer, c'est séparer. Et donc quand on dit qu'un modèle doit séparer les gens qui auront un prêt bancaire et les gens qui l'auront pas, par exemple, c'est son rôle. Mais évidemment, un modèle de langue, il peut discriminer dans un sens plus sociologique ou politique, c'est-à-dire produire une représentation biaisée de certains groupes de population. Et il n'accorde pas de ressources, lui, donc on ne peut pas parler de discrimination de l'accès à l'emploi, ou comme dans d'autres secteurs où il y a aussi des algorithmes. Mais en revanche, il fait du stéréotype. Et pour ça, il y a tout un ensemble de travaux qui ont été menés, on va dire, depuis les années 2010, fin des années 2010, dont la caractéristique, c'est qu'ils ont cherché à mettre en évidence le fait que ces modèles de langue sont problématiques du point de vue de certains attributs qui sont les attributs protégés aux États-Unis, par exemple, sur le marché du travail, que sont le genre, l'appartenance ethno-raciale et l'orientation politique. La bibliographie sur ces questions-là est importante et les premiers modèles, effectivement, ont été soumis à des batteries de tests pour vérifier qu'ils ne produisaient pas des versions trop stéréotypées de la société de ce point de vue. Il y a plein de tests disponibles qui sont plus ou moins mathématisés, on va dire, et qui vont, par exemple, consister à proposer des phrases à ces modèles de langue et à leur demander si ces phrases sont probables. Et lorsque le modèle trouve qu'une phrase est plus probable, c'est que sans doute il la générera plus fréquemment aussi, hein, et donc par exemple vous faites des phrases très stéréotypées, d'autres phrases moins stéréotypées, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des choses qui existent. Moi, la question que je me suis posée, elle est un petit peu différente. Elle consiste à se dire, est-ce que les modèles représentent la société de manière juste ? Notamment pas du point de vue de la justice, là on est plutôt du côté de la discrimination, mais plutôt de la justesse sociale ou sociologique, c'est-à-dire est-ce que les modèles sont capables de représenter une société
qui soit à peu près équilibré du point de vue des grands groupes sociaux. Comme je suis sociologue, je me suis intéressé aux classes sociales, mais on aurait pu le faire sur d'autres bases de notre société. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, je me suis dit, on va faire une petite expérimentation avec GPT. Ici, vous avez à peu près le design, disons, de cette recherche, qui a consisté... Alors, pour faire ça, vous n'utilisez pas le site web d'OpenAI, parce que ce serait trop laborieux de soumettre plein de phrases dans ce site web-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous souscrivez un abonnement à l'API, qui est une interface de programmation qui va permettre, avec un langage informatique, d'interagir avec OpenAI. Et donc, j'ai fait ce qu'on fait quelquefois quand on fait un peu d'expérimentation dans les sciences sociales, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'en fait pas beaucoup, en sociologie précisément. C'est que je lui ai demandé en fait de me parler de la vie de gens que je caractérisais à partir de 3 variables, un nom, une ville et un âge. Et je me suis principalement, c'est ce que je vais vous montrer ici, centré sur l'occupation, le niveau de revenu, le niveau éducatif et le statut matrimonial de ces individus. Donc vous voyez, j'ai généré à peu près 18 000 individus en lui demandant simplement, décris-moi la façon dont vivent ces gens-là, quel âge ils ont, combien ils gagnent, où est-ce qu'ils travaillent, quelle musique ils aiment écouter, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mes prénoms, ils étaient là pour introduire de la diversité sociale d'un certain nombre de points de vue, position sociale, origine migratoire et genre. Et puis, mes villes, elles étaient là aussi pour avoir de la diversité entre des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes, des villes très riches, des villes moins riches, etc. J'en viens maintenant au résultat, parce qu'évidemment, c'est ce qui importe, et puis je pense qu'il faut que je fasse attention au temps. Quand on fait ce genre de choses, souvent on représente les résultats de la façon que j'ai proposé là, c'est-à-dire qu'on va comparer ce que les informaticiens appellent, c'est une expression assez intéressante, hein, la vérité terrain, la ground truth, c'est-à-dire la vraie vérité, et la vérité produite par le modèle. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris mes villes et dans les questions que je posais au modèle, il y avait me donner le salaire gagné par les individus. Et donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai calculé pour chaque ville la moyenne des salaires qu'il m'avait donné. Alors, j'insiste juste sur un point parce que vous allez voir à la fin, c'est important. Je lui demande pas, à ton avis, combien les gens gagnent à Paris ou à Tarnac. Je lui fais générer des centaines de personnes qui habitent à Tarnac et à la fin, je fais la moyenne des salaires qu'il m'a donnés. Donc, je suis dans une approche extrêmement fréquentiste, on pourrait dire, hein, je ne cherche pas ses capacités de raisonnement, je cherche simplement, si je lui demande 100 fois des gens, est-ce qu'il va introduire de la diversité ou pas? Et là, il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est que si vous regardez, quand on fait ces graphiques, si vous êtes un peu familier de ce type de représentation, vous voyez la diagonale, là, en rouge, c'est la ligne sur laquelle devraient être tous les points si la vérité terrain était équivalente à la représentation, à celle produite par le modèle. Autrement dit, on devrait avoir la même chose produite par le modèle que la réalité. Et là, vous voyez une chose assez frappante, c'est que le modèle ne produit pas la même chose. Pour aller vite, il va surestimer le niveau de revenu dans la plupart des villes, donc dans les villes dans lesquelles le niveau de revenu est le plus faible, et il le sous-estime dans les villes à droite, dans lesquels le niveau de revenu est le plus fort. Le point Neuilly devrait être sur la barre rouge, là, donc tout plus haut, alors qu'il est plus bas. A contrario, Roubaix devrait être plus bas et il est plus haut. En revanche, il y a un truc très frappant, c'est qu'il a compris l'alignement et le lien entre ces différentes villes, puisqu'on voit très très bien quand même qu'on a un nuage très aligné autour d'une droite qui n'est pas à la diagonale, mais qui est quand même pas mal. Il y a un lien positif, ça veut dire que effectivement pour lui c'est assez clair que les gens qu'il m'a générés à Roubaix sont moins riches que les gens qu'il a générés à Neuilly. Alors ça m'a un peu, enfin voilà, c'est pas évident de voir des régularités comme ça. Moi je me suis dit on va avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Et en fait le modèle, c'est pour ça que je dis qu'il est bien aligné d'une certaine façon sociologiquement. Son entraînement lui a permis de comprendre qu'effectivement on était moins riche à Roubaix qu'à Neuilly. En moyenne. Deuxième chose maintenant, le statut matrimonial des individus. Donc dans mes questions, il y a est-ce que cette personne est en couple, mariée, divorcée, etc. Ici, je le représente un peu différemment. Vous avez en vert la vision de ChatGPT, donc c'est un histogramme tout bête avec la part des individus, et en gris,
la vérité terrain. Donc en général, la vérité terrain, moi, je vais chez l'INSEE quoi pour la trouver. Vous pouvez observer une chose, c'est qu'il n'est pas très bon sur en couple, parce que je pense qu'il voilà, il y a un truc qu'il n'a pas compris peut-être cette expression. Mais en revanche, vous voyez bien que sur le célibat, le fait d'être marié, le fait d'être divorcé, on a quelque chose qui est pas loin en fait de la représentation de la société. Et à nouveau, quand vous dites que ça a été généré par une suite répétée d'invites, évidemment, c'est assez questionnant sur le fait que là encore, il a perçu très très bien le fait que la part des gens dans les différentes catégories obéit à une forme de régularité sociale. D'accord ? On va commencer à toucher des limites quand on s'intéresse au niveau éducatif. Ici, vous avez la représentation des mentions très bien au baccalauréat. La vérité terrain, c'est des données du ministère de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, grosso modo, vous voyez que les individus sont tous entre 0 et 20% de mentions très bien. C'est à peu près ce que ça donne. Hein. C'est-à-dire que tous les individus sont sur la gauche, sur l'axe horizontal. En revanche, vous voyez que ChatGPT, lui, il les met beaucoup plus haut. C'est-à-dire que pour lui, on est à peu près entre 50 et 80% de mentions très bien au baccalauréat en France aujourd'hui. Donc il n'est pas réaliste au sens où effectivement il surestime la performance scolaire de tout le monde. Mais si vous regardez les graphiques, alors j'en ai fait une autre version où je ne reprends pas mon carré, donc j'aime pas trop faire ça, mais là on voit bien la rouge, là ça serait, tout le monde devrait être sur ce truc-là. Mais on voit bien qu'en revanche il a bien compris la pente à nouveau, c'est-à-dire qu'il a bien compris que grosso modo, quand vous avez un prénom qui est un prénom de classe populaire, alors vous savez les prénoms c'est compliqué, hein, mais disons que les sociologues utilisent ça comme des marqueurs de position sociale, mais aussi là en l'occurrence de genre et d'origine migratoire. Les prénoms, déjà, des filles, systématiquement, il les met au-dessus en termes de performance scolaire que les garçons. Donc, il a parfaitement compris la grande révolution scolaire des années 90 à aujourd'hui. Il met aussi les prénoms qui n'ont pas une connotation, on va dire, migratoire forte, au-dessus des prénoms qui ont une connotation migratoire forte. Et les prénoms les plus distinctifs socialement, il les met aussi un petit peu au-dessus. Pas beaucoup au-dessus, on n'est pas loin de l'horizontale quand même, hein, comme si tout le monde avait à peu près le même niveau socio-éducatif. Donc là-dessus, c'est moyen, on va dire. Bon, je ne veux pas passer peut-être rapidement, mais il y a d'autres résultats peut-être sur lesquels je commenterai si vous avez des questions. J'en viens à la conclusion de tout ça. D'où ça vient? Eh ben, ça vient d'une part du fait que ChatGPT a un petit problème avec l'inégalité, quoi. Donc, globalement, si je voulais le dire comme ça. Ici, vous avez la distribution des revenus annuels de la population. Donc, si vous partez à gauche, c'est ce qu'on appelle le décile 1, c'est les 10% les plus pauvres de la population, d'accord? Si je clique, ça va peut-être faire un petit pointeur, voilà. En gris, la réalité. Donc le revenu, quand vous êtes dans le décile 1, c'est moins de 10 000 € par an. En vert, la production par ChatGPT, 30 000 €. Et quand vous regardez sa distribution à lui, elle est assez plate, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, les gens du décile 9, les 10% les plus riches dans la société, gagnent 1,5 fois à 2 fois plus que les 10% les plus pauvres. Dans la réalité, c'est évidemment beaucoup plus, hein, c'est 3,5, quelque chose comme ça, fois plus. Donc on n'a pas cette pente régulière qui est le signe de la société française contemporaine. Et d'où ça vient encore plus, si on cherche encore plus loin, c'est qu'à un moment, je suis allé chercher qui m'avait généré comme profession et comme groupe socio-professionnel. Donc j'ai fait comme tous les petits sociologues, j'ai recodé toutes les professions qu'il m'avait données. Lui, il me donne des profs, des architectes, des tas de gens. Et quand je les recode selon les grilles de l'INSEE, en fait, je tombe sur ce résultat qui est un peu stupéfiant. C'est que la population des cadres supérieurs, qui est à peu près 20% de la population en France, c'est 95% des profils générés par ChatGPT. Donc évidemment, tout en découle en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'après, quand il me prédit le revenu, quand il prédit la réussite scolaire, etc., ça va avoir un impact décisif. Alors, pour conclure, vraiment cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? ChatGPT a une vision limitée et biaisé de la société, qui est sans doute lié à son corpus d'entraînement. Si vous vous souvenez, hein, le corpus d'entraînement, c'est des livres, des pages web, des grands journaux,
des forums comme Reddit ou des choses comme ça, de la donnée accessible facilement dans le texte, sur le web, ces données surreprésentent systématiquement en fait les positions sociales les plus élevées, on va dire, dans une société. Si vous ouvrez aujourd'hui le New York Times ou Le Monde, vous allez trouver très peu d'ouvriers, d'agriculteurs, de classe moyenne, et beaucoup plus effectivement d'avocats, de députés, de patrons d'entreprises, etc., etc. Donc il a appris, en quelque sorte, à se représenter notre société à partir de cette petite lucarne que sont les sites web, les livres et les sites des grands journaux principalement. Évidemment, c'est un phénomène super intéressant sur lequel je pense qu'il faudrait creuser parce que vous voyez un peu les conséquences possibles de ça. Alors là, il y a une étude d'usage qui a été faite par OpenAI qui montre que ChatGPT est utilisé massivement non pas pour des raisons professionnelles, mais plutôt pour des raisons personnelles, comme un guide de vie, etc. Il faut vous dire qu'à chaque fois que vous posez une question à ChatGPT pour savoir si vous devez acheter le pantalon blanc ou le pantalon noir, ou si il faut, je sais pas, faire telle ou telle chose dans votre vie, c'est un petit peu comme si vous demandiez à quelqu'un qui a un bac +6, très diplômé, qui est cadre supérieur, un architecte, quoi, ou de vous guider dans la vie, hein, d'accord ? C'est pas un point de vue neutre qui vous est fourni. Je pense que, du coup, évidemment, mon idée, c'est ce que j'ai mis là dans la conclusion, c'est que ça serait très intéressant de réfléchir. Moi, je cherche des alliés du côté des informatiques en ce moment pour faire ça, c'est pas évident, mais à imaginer des benchmarks de cette nature-là pour évaluer la performance des modèles. Aujourd'hui, on a des benchmarks qui fonctionnent très bien sur le genre. Est-ce que ChatGPT stéréotype ou pas les femmes et les hommes, par exemple? Mais on n'a rien sur cette dimension sociologique. Donc, je pense qu'il faut généraliser les questions, réussir à un moment à se dire, ce modèle, parce que, évidemment, la question, ça va être, est-ce que Mistral fait mieux que ChatGPT, par exemple, sur la société française aujourd'hui? Certains le prétendent, mais c'est pas du tout évident. Et donc, il faudrait aller vers une mesure de l'alignement sociologique et pas culturel, comme je disais tout à l'heure, de ces modèles. Alors, évidemment, il y a des limites. Les limites, c'est que la méthode que j'ai employée là, elle est problématique parce que on est face à une industrie qui développe des produits qui sont instables dans le temps. C'est-à-dire, vous faites votre test et puis 3 semaines après, sans rien dire à personne, ils ont changé la version du modèle. Des produits qui sont très peu documentés. Essayez de trouver de la documentation précise sur ChatGPT aujourd'hui. Par exemple, est-ce que ChatGPT garde en mémoire vos interactions passées dans les interactions qu'il vous propose aujourd'hui? Vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une réponse à cette question parce qu'effectivement, il y a ce flou, cet effet de boîte noire. Souvent, d'ailleurs, ce sont aussi des API ou des modèles qui sont défaillants. C'est-à-dire qu'à un moment, le truc va pas marcher, vous savez pas pourquoi, et donc vous n'arrivez pas à collecter vos données. Évidemment, il y a une limite dans tout ça que je n'ai pas trop signalé parce qu'on n'est pas là pour faire un peu de la discussion méthodologique, mais qui est que quand vous faites de l'expérimentation, le principal écueil, c'est de faire en sorte quand même qu'il y ait une forme d'indépendance entre les questions que vous posez à vos individus et la réponse qui va être produite par les individus. Or là, vous voyez bien, je vous ai dit tout à l'heure, il fait de la Next Token Prediction, donc ça veut dire qu'évidemment, quelque part, la réponse est contenue déjà dans la question. Et moi, je m'en suis tout à fait rendu compte parce que selon la formulation de la question, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la formulation de la question, ça avait un impact derrière. Par exemple, si vous lui demandez « décris-moi une personne qui », vous avez introduit un déterminant féminin qui va faire que ensuite il va surreprésenter les femmes dans sa réponse. Donc il faut trouver des façons les plus neutres possibles de faire. Et de ce point de vue, le français n'est pas la langue idéale pour faire ça, parce que c'est pour ça que je l'ai fait en anglais d'ailleurs. Hein. L'anglais est beaucoup plus neutre du point de vue du genre comme langue. Pour 2 réflexions pour conclure, puis après je me tais. Premièrement, c'est important de réfléchir à ça parce que, comme je vous ai dit, on fait beaucoup de choses avec ChatGPT, on écrit des chansons, des films, etc. Et donc la question, c'est de savoir qui on recrute comme assistant, en quelque sorte, hein, ou dans les laboratoires de recherche. Moi, on voit beaucoup de collègues aujourd'hui qui recourent à ChatGPT. C'est pas un assistant complètement neutre, je crois que je l'ai un peu montré là. Mais il y a une vraie question qui se pose pour le futur et que les informaticiens commencent à apercevoir, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction incontrôlées, c'est-à-dire quand dans un système algorithmique, vous réintroduisez comme données d'entraînement
des données produites par le système. Et dans ce cas-là, ça a été très documenté, notamment sur les algorithmes de prédiction de l'activité policière aux États-Unis. Si vous, à chaque fois que vous arrêtez quelqu'un, vous le réintroduisez comme statistique de la délinquance et que ça va déterminer qui sera arrêté demain, à la fin, vous arrêtez un peu toujours les mêmes personnes, quoi, hein. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les prochains modèles de langue seront entraînés avec des données textuelles qui ont été produites par des modèles de langue? Je pense que toutes celles et ceux parmi vous qui sont déjà allés sur un réseau social comme LinkedIn ont dû se rendre compte que depuis des mois, c'est une estimation, mais c'est à peu près 40% des posts sur LinkedIn sont générés par de l'IA. Moi, je le vois, nos étudiants qui disent « Cette année a été formidable sur 3 points. Premier point, etc., etc., etc. » Et vous faites le bilan de votre année. Bon, c'est évident que c'est ChatGPT qui a rédigé ce post sur LinkedIn, quoi. L'effet derrière, il est... Alors évidemment, on peut se dire, ça va juste accélérer en fait le processus de concentration et de manque d'appauvrissement en fait de la diversité de la société. Alors on peut trouver des moyens des parades, etc. Mais c'est un vrai risque quand même qu'il faut se poser. Et du coup, ça me permet de conclure sur le fait que l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est un enjeu de diversité. Moi, il se trouve que je viens d'une branche de la sociologie qui s'est beaucoup penchée sur la question des médias pendant longtemps. Alors, ChatGPT est en quelque sorte un nouveau média d'aujourd'hui. Dans la plupart des sociétés, on a des formes de régulation de cette question de la fréquence dont je parlais tout à l'heure, d'apparition. Si vous avez déjà penché là-dessus, hein, par exemple en campagne électorale, on va compter combien de fois et combien de temps de parole ont différents candidats et on dit vous devez faire attention à ce que les fréquences d'apparition des différents candidats soient à peu près équilibrées. Donc quelque part c'est ça que je reproduis un petit peu dans mon expérimentation. Et la vraie question qu'il y a derrière tout ça, c'est voilà comment maintenir un niveau de diversité dans les contenus que nous produisons sur notre société, qui soit à minima équivalent au niveau de la diversité réelle. On pourrait même imaginer qu'à un moment, il y a des formes de compensation qui fassent qu'on produise des contenus qui soient un peu plus divers même que la société réelle. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune régulation de ce type de questions dans le monde des grands modèles de langage. Ce qui est un débat qui évidemment sort du monde académique là, mais qui serait intéressant de provoquer, de pousser en tout cas dans l'espace public. Voilà, merci beaucoup.